Pourquoi tu penses trop et comment t'arrêter? Introduction. Le fléau de la pensée excessive. Nous vivons dans une époque où le cerveau humain est constamment sollicité. Notifications, réseaux sociaux, obligations scolaires ou professionnelles, relations interpersonnelles, tout pousse notre esprit à analyser, à planifier, à anticiper. Penser est un outil essentiel à notre survie et à notre adaptation. Mais il arrive que cette capacité se retourne contre nous. Trop penser ou la rumination mentale devient alors un problème majeur. Quand on pense trop, chaque décision, chaque interaction, chaque détail de notre vie quotidienne est suranalysé. Ce processus crée de l'anxiété, du stress et un sentiment d'épuisement mental qui peut nous paralyser. La philosophie, depuis Socrate jusqu'aux penseurs modernes, nous invite à réfléchir, mais avec mesure. Socrate, par exemple, insistait sur la connaissance de soi. Connais-toi toi-même. Comprendre notre propre esprit et ses mécanismes est la première étape pour arrêter de penser sans fin. Trop penser, c'est souvent essayer de contrôler l'incontrôlable, de trouver des réponses immédiates à des questions qui n'en ont pas ou qui nécessitent ceux du temps. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi nous pensons trop, les dangers de cette habitude et surtout comment y remédier en combinant sagesse philosophique et conseils pratiques modernes. Partie 1, pourquoi tu penses trop 1. La peur de l'incertitude. Le cerveau humain déteste l'inconnu. Depuis des millénaires, anticiper le danger était vital pour la survie. Aujourd'hui, cette même fonction devient parfois un piège. Nous ruminerons des situations sociales, des décisions de carrière ou des problèmes financiers parce que nous avons peur des conséquences inconnues. Cette peur crée une boucle mentale. Plus nous essayons de prévoir l'avenir, plus l'anxiété augmente et plus nous pensons. Par exemple, tu te demandes sans cesse « et si je rate mon examen ? Et si mon ami est fâché contre moi ? Et si je ne trouve pas le travail de mes rêves ?» Cette répétition incessante nourrit le stress. 2. Le perfectionnisme. Le perfectionnisme est une autre cause majeure de la pensée excessive. Les perfectionnistes ne se contentent jamais de résultats suffisants. Chaque action doit être parfaite, chaque choix optimal. Cette exigence intérieure pousse le cerveau à examiner chaque détail de manière obsessionnelle. Le problème, c'est que rien ne sera jamais assez parfait et la rumination devient chronique. 3. L'influence des réseaux sociaux et du monde moderne. Les réseaux sociaux ont exacerbé notre tendance à trop penser. Comparer sa vie à celle des autres, analyser leurs publications, essayer de paraître parfait ou à jour, crée une surstimulation mentale. Nous analysons nos propres comportements et ceux des autres de manière excessive, souvent sans raison valable. 4. Le besoin de contrôle. Penser trop est aussi une tentative de contrôler ce qui est incontrôlable. On essaie d'anticiper chaque problème, chaque conversation, chaque réaction. Mais le contrôle total est impossible. Plus nous essayons, plus notre cerveau s'enferme dans une spirale de réflexion sans fin. Partie 2. Les dangers de la pensée excessive. Trop penser n'est pas seulement fatigant, c'est aussi dangereux pour le corps et l'esprit. Voici quelques effets négatifs. 1. Le stress chronique et l'anxiété sont des phénomènes qui touchent de plus en plus de personnes dans notre société moderne. Contrairement à un stress ponctuel qui peut même être bénéfique pour la concentration ou la performance, le stress chronique s'installe sur la durée et devient un véritable poids pour le corps et l'esprit. Chaque pensée répétitive liée à l'inquiétude, au doute ou aux anticipations négatives agit comme un déclencheur constant pour notre système biologique. En effet, lorsque le cerveau perçoit une situation comme menaçante, il active la production de hormones du stress, notamment le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones ont pour rôle initial de préparer le corps à réagir face à un danger immédiat. Elles augmentent le rythme cardiaque, mobilisent l'énergie et stimulent la vigilance. Cependant, lorsque ce mécanisme est activé en continu par des ruminations mentales, c'est-à-dire des pensées répétitives et intrusives, le corps reste en état d'alerte permanent. Le cortisol, en excès sur le long terme, peut avoir des effets délétères. Il affaiblit le système immunitaire, favorise l'inflammation, perturbe le sommeil et peut même contribuer à des problèmes métaboliques comme le surpoids ou le diabète. Sur le plan mental, cette exposition prolongée au stress favorise l'anxiété, les troubles de l'humeur et peut aggraver des conditions comme la dépression ou les troubles obsessionnels. Ainsi, ce cercle vicieux entre pensées répétitives et hormones du stress montre à quel point notre esprit et notre corps sont étroitement liés. Chaque inquiétude non gérée devient non seulement un poids psychologique, mais aussi un facteur réel de risque pour la santé physique. Reconnaître ce lien est essentiel pour développer des stratégies de gestion du stress. La méditation, la respiration consciente, l'activité physique régulière ou encore la thérapie cognitive peuvent aider à briser ce cycle et à réduire l'impact des pensées répétitives sur le corps. En résumé, le stress chronique n'est pas seulement un état d'esprit. C'est un processus physiologique déclenché par nos pensées.
Apprendre à observer et à gérer ses pensées devient alors un outil puissant pour protéger notre santé globale, tant mentale que physique. 2. L'indécision paralysante est un phénomène qui touche beaucoup de personnes, souvent de manière silencieuse mais profonde. Elle survient lorsque notre esprit est submergé par une multitude de pensées et de scénarios possibles. Plus nous analysons, plus nous imaginons de conséquences, de risques ou d'échecs potentiels, et moins nous parvenons à passer à l'action. Ce mécanisme, bien qu'il semble être une forme de prudence ou de préparation, devient en réalité un obstacle majeur à la réalisation de nos projets et à notre épanouissement. La procrastination, souvent associée à l'indécision, est le fruit direct de cette suranalyse. Chaque pensée supplémentaire nourrit le doute. Et si je me trompe? Et si ce n'est pas le bon moment? Que vont penser les autres? Ces questions, répétées en boucle, créent un état de paralysie mentale où il devient difficile de prendre n'importe quelle décision. Au lieu de progresser, l'esprit reste coincé dans une spirale de réflexion infinie. Derrière cette paralysie se cache aussi un mécanisme de protection psychologique. L'indécision permet de retarder la peur de l'échec. Pourtant, ce retard ne résout rien et génère souvent plus d'anxiété et de frustration. Chaque tâche, remise à plus tard, devient une source supplémentaire de stress, renforçant le cercle vicieux de l'inaction. Les effets de l'indécision prolongée ne se limitent pas au domaine professionnel ou académique. Ils s'étendent à la vie personnelle et émotionnelle. Ne pas agir peut freiner la croissance personnelle, limiter les expériences de vie et altérer la confiance en soi. Plus le temps passe sans décision, plus la tâche paraît lourde et insurmontable, ce qui accentue encore la procrastination. Pour sortir de ce cycle, il est essentiel d'apprendre à agir malgré l'incertitude. Des stratégies comme la fragmentation des tâches en petites étapes concrètes, la limitation du temps dédié à la réflexion ou encore l'acceptation de l'imperfection peuvent aider à reprendre le contrôle. Chaque petite action permet de rompre le cercle de l'analyse excessive et de créer un élan vers la décision et l'action. En somme, l'indécision paralysante et la procrastination sont des symptômes d'un esprit trop actif, prisonnier de ses propres pensées. Briser ce schéma demande de reconnaître le pouvoir de l'action même imparfaite et de se libérer de la tyrannie des scénarios hypothétiques. 3. La perte de créativité est souvent un effet direct d'un esprit constamment sollicité par l'analyse et les pensées répétitives. Lorsque le cerveau est surchargé par des réflexions rationnelles, des calculs de risque ou des anticipations négatives, il fonctionne en mode alerte plutôt qu'en mode créatif. La créativité exige un espace mental où les idées peuvent émerger librement, sans jugement immédiat ni autocensure excessive. Or, un esprit encombré par l'excès d'analyse limite justement cette liberté, car il est à focaliser sur le contrôle, la précision et la sécurité plutôt que sur l'exploration et l'imagination. Le processus créatif repose sur la connexion d'éléments apparemment disparates, sur l'intuition et la capacité à faire des associations nouvelles. Mais lorsque le cerveau est saturé de pensées rationnelles et critiques, ces connexions se font beaucoup plus difficilement. Chaque idée naissante est immédiatement évaluée, critiquée ou rejetée avant même qu'elle n'ait la chance de se développer. Cette autocensure permanente étouffe l'innovation et peut donner l'impression que l'on ne peut plus penser ou que l'inspiration est perdue. À long terme, cette surcharge mentale peut aussi provoquer une fatigue cognitive qui réduit la flexibilité de la pensée et la capacité à envisager des solutions originales. Les personnes qui passent trop de temps dans la réflexion rationnelle peuvent constater qu'elles tournent en rond, incapables de produire de nouvelles idées ou de voir des perspectives différentes. Ce phénomène touche aussi bien les artistes que les professionnels de tout domaine. Quand le cerveau est trop occupé à analyser, il n'a plus de place pour créer. Pour restaurer la créativité, il est essentiel de réduire l'excès d'analyse et de laisser l'esprit respirer. Des pratiques comme la méditation, les promenades dans la nature, l'écriture libre ou le jeu créatif permettent de libérer l'imagination et de reconnecter le cerveau à son potentiel créatif. Paradoxalement, moins réfléchir de manière critique à chaque pensée peut paradoxalement ouvrir la porte à des idées plus innovantes et spontanées. En résumé, la surcharge analytique est un frein puissant à la créativité. Briser le cycle de la surréflexion ne consiste pas à arrêter de penser, mais à créer un espace mental où l'imagination peut circuler librement, où l'erreur est acceptée et où la nouveauté a la chance d'émerger. 4. L'isolement social est un effet souvent méconnu mais très réel du fait de trop penser. Lorsque l'esprit est constamment occupé par l'analyse, les scénarios possibles et les jugements anticipés, il peut créer une peur persistante de se tromper ou de mal agir dans les interactions avec les autres. Cette peur, même subtile, pousse souvent les personnes à se replier sur elles-mêmes, à éviter les conversations ou les situations sociales où elles pourraient être exposées ou jugées. Le cerveau, lorsqu'il est surchargé de pensées analytiques, a tendance à amplifier les risques imaginaires.
Par exemple, une remarque anodine pourrait être perçue comme potentiellement embarrassante et une simple invitation pourrait déclencher des doutes sur ce que l'on va dire ou comment l'on va se comporter. Avec le temps, ce processus encourage un comportement introverti et évitant même chez des personnes qui étaient naturellement sociables. On se retrouve donc à préférer la sécurité de la solitude à l'incertitude des interactions sociales. Cet isolement n'est pas seulement émotionnel, il a aussi des conséquences sur la santé mentale et physique. Le manque de contact social peut augmenter le stress, la dépression et l'anxiété, créant un cercle vicieux. Plus on s'isole, plus les pensées tournent en boucle et plus l'isolement devient profond. De plus, l'absence d'échange avec d'autres personnes réduit les stimulations intellectuelles et émotionnelles qui nourrissent la créativité et le bien-être général. Pour briser ce cycle, il est essentiel d'apprendre à agir malgré l'inconfort. Même de petites interactions sociales régulières, comme un simple échange avec un collègue ou un ami, permettent de réhabituer le cerveau à la fluidité sociale et à réduire la peur du jugement. Des techniques comme la pleine conscience, la respiration consciente ou le dialogue intérieur positif peuvent aussi aider à réduire l'autocritique et à favoriser des interactions plus naturelles et spontanées. En résumé, trop penser peut transformer la vie sociale en un terrain de danger imaginaire, poussant à l'isolement et à la solitude. Reprendre contact avec les autres, même progressivement, est un moyen efficace de libérer l'esprit de la suranalyse et de retrouver un équilibre émotionnel et social. Partie 3. Comment arrêter de penser trop ? La bonne nouvelle, c'est que cette habitude peut se corriger. Voici plusieurs stratégies, à la fois philosophiques et pratiques. 1. La pleine conscience et la méditation. La méditation et la pleine conscience entraînent l'esprit à rester dans le moment présent. Au lieu de ruminer sur le passé ou de projeter l'avenir, tu observes tes pensées sans jugement. Cette pratique permet de réduire l'anxiété et de casser la boucle de la suranalyse. Quelques conseils pour commencer. Prends 10 minutes par jour pour t'asseoir calmement, respirer profondément et observer tes pensées comme si elles passaient à la télévision. Chaque fois que tu remarques une pensée qui tourne en boucle, note-la mentalement et ramène ton attention à ta respiration. 2. L'écriture comme exutoire. Écrire ses pensées sur papier permet de les externaliser. Plutôt que de tourner en boucle dans ton esprit, tu les vois, tu les analyses, puis tu les laisses de côté. C'est une technique très efficace pour les perfectionnistes et les anxieux. Méthode, tenir un journal quotidien où tu écris tout ce qui te tracasse. Faire une liste de pensées pour vider ton esprit avant de dormir. 3. Limiter le temps de réflexion. Se donner des limites strictes pour réfléchir à un problème peut sembler contre-intuitif, mais c'est efficace. Par exemple, accorde-toi 15 minutes pour réfléchir à une décision, puis passe à l'action. Le cerveau apprend à ne pas rester coincé dans l'inaction. Cette technique est inspirée de la philosophie stoïcienne. L'action est ce qui a de la valeur, pas la réflexion infinie. 4. L'action comme antidote. Socrate insistait sur le fait que la sagesse vient de l'action éclairée, pas seulement de la réflexion. Parfois, le simple fait de faire quelque chose, même imparfaitement, brise la spirale de la pensée excessive. Exemple, si tu réfléchis trop avant de parler à quelqu'un, commence par dire un mot, une phrase, ou poser une question simple. Si tu procrastines sur un projet, commence par la première étape, aussi petite soit-elle. 5. Comprendre et accepter l'incertitude. Accepter que certaines choses sont hors de contrôle est libérateur. La philosophie stoïcienne enseigne que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons changer et accepter ce que nous ne pouvons pas. Cette distinction réduit considérablement le stress mental. 6. Développer la conscience de soi. Socrate disait que connaître ses limites et ses motivations est la clé de la sagesse. Se connaître soi-même aide à identifier les déclencheurs de la pensée excessive. Cela permet de réagir plutôt que de réagir avec anxiété. Exercice pratique. Identifier les situations qui te font trop réfléchir. Observer tes émotions lorsque tu penses trop. Chercher le motif derrière chaque rumination. Peur, doute, perfectionnisme. 7. Techniques comportementales. Certaines techniques psychologiques aident à rompre le cycle mental. La distraction constructive, pratiquer un hobby ou faire du sport pour rediriger ton attention. La visualisation positive, imaginer des solutions ou des résultats positifs pour réduire l'anxiété. Le dialogue interne rationnel, te parler comme un ami bienveillant, pas comme un juge sévère. 8. Créer des routines et des limites. Limiter les stimulations externes permet de calmer l'esprit. Par exemple, désactiver les notifications pendant les périodes de réflexion. Définir un moment précis pour planifier ou réfléchir à des décisions importantes. Éviter les multitâches qui amplifient le stress mental. Partie 4. La sagesse socratique appliquée. Socrate enseignait que la connaissance de soi et la maîtrise de ses passions sont essentielles pour vivre une vie pleine et équilibrée. Penser trop reflète souvent un manque de maîtrise sur ses propres émotions et ses pensées. Appliquer la sagesse socratique, c'est
Reconnaître que toutes les pensées ne sont pas des vérités est une étape essentielle pour se libérer du piège du trop-penser. Beaucoup de personnes vivent leurs pensées comme des faits objectifs, comme si chaque idée qui surgit dans leur esprit reflétait nécessairement la réalité. Pourtant, une pensée n'est rien de plus qu'une interprétation, une construction mentale influencée par nos expériences passées, nos émotions, nos croyances et nos peurs. Le problème apparaît lorsque nous accordons une crédibilité automatique à ces pensées. Par exemple, penser « je vais échouer » ou « les autres vont me juger » ne signifie pas que cela va réellement se produire. Cependant, si cette pensée est acceptée sans remise en question, elle peut influencer nos émotions et nos comportements, nous poussant à éviter certaines situations ou à perdre confiance en nous. Ainsi, une simple pensée peut devenir une prophétie autoréalisatrice. Non pas parce qu'elle est de vrai, mais parce que nous avons agi comme si elle l'était. Il est important de comprendre que le cerveau produit en permanence des pensées, de manière presque automatique. Certaines sont utiles, d'autres sont neutres, et beaucoup sont biaisées ou irrationnelles. Par exemple, notre esprit a tendance à exagérer les dangers, biais de négativité, à généraliser à partir d'un seul événement, ou à imaginer le pire scénario possible. Ces mécanismes sont naturels, mais ils ne doivent pas être confondus avec la réalité. Apprendre à prendre du recul face à ces pensées consiste à adopter une posture d'observateur plutôt que de participant. Au lieu de dire « c'est vrai », on peut se demander « est-ce que cette pensée est fondée ? Ai-je des preuves concrètes ? Ou encore, existe-t-il une autre interprétation possible ?» Ce simple changement de perspective permet de désamorcer l'impact émotionnel des pensées négatives et de retrouver une forme de liberté intérieure. Des pratiques comme la pleine conscience ou certaines approches thérapeutiques aident à développer cette capacité. Elles enseignent que l'on peut laisser passer une pensée sans s'y accrocher, un peu comme un nuage qui traverse le ciel. Plus on s'entraîne à observer ses pensées, sans les juger ni les croire automatiquement, plus on réduit leur pouvoir sur notre état mental et nos actions. En résumé, une pensée n'est pas une vérité, mais une hypothèse. La reconnaître comme telle permet de ne plus être prisonnier de son propre esprit. C'est en créant cette distance entre soi et ses pensées que l'on retrouve de la clarté, de la sérénité et une plus grande capacité à agir de manière consciente et alignée. 2. Questionner ses propres ruminations est une compétence essentielle pour reprendre le contrôle de son esprit. Les ruminations sont ces pensées répétitives qui tournent en boucle, souvent centrées sur des inquiétudes, des regrets ou des scénarios négatifs. Elles donnent l'impression d'être utiles, comme si réfléchir davantage allait nous rapprocher d'une solution. Pourtant, dans la majorité des cas, elles ne font que renforcer l'anxiété et maintenir l'esprit dans un état de confusion. La première étape consiste à se poser une question simple mais puissante. Cette pensée est-elle rationnelle ou est-elle guidée par la peur ? Les pensées rationnelles sont généralement basées sur des faits concrets, des éléments vérifiables et une analyse équilibrée de la situation. Elles sont orientées vers la résolution de problèmes et permettent de prendre des décisions claires. À l'inverse, les ruminations issues de la peur reposent souvent sur des suppositions, des scénarios catastrophiques ou des interprétations exagérées. Elles sont émotionnelles, répétitives et surtout, elles ne mènent à aucune action constructive. Par exemple, penser « je dois me préparer pour réussir cet examen » est une pensée rationnelle, car elle mène à une action concrète. En revanche, penser « je vais échouer, je ne suis pas à la hauteur » est une rumination alimentée par la peur, car elle repose sur une anticipation négative sans preuve solide et ne produit aucune solution. Questionner ces ruminations permet donc de créer une distance entre soi et ses pensées. Au lieu de subir ce flot mental, on devient capable de l'analyser. On peut alors se demander « ai-je des preuves que cette pensée est vraie ? Suis-je en train d'imaginer le pire scénario ? Cette pensée m'aide-t-elle à avancer ou me bloque-t-elle ? » Ce processus ne vise pas à supprimer les pensées, mais à les trier. Certaines méritent notre attention, d'autres non. En identifiant les pensées irrationnelles, on réduit leur pouvoir et on empêche qu'elles dictent nos émotions et nos comportements. Avec le temps, cette pratique développe une forme de clarté mentale. On devient moins réactif, moins influencé par les peurs passagères et plus capable de répondre de manière réfléchie aux situations de la vie. Cela permet également de sortir du cercle vicieux des ruminations, car une pensée remise en question perd souvent de son intensité. Questionner ces ruminations, c'est apprendre à distinguer ce qui est réel de ce qui est imaginé. C'est un exercice de lucidité qui permet de reprendre le pouvoir sur son esprit et d'orienter son énergie vers des pensées utiles, constructives et alignées avec la réalité. 3. Prioriser l'action sur l'inaction et l'expérimentation sur la perfection est une clé fondamentale pour reprendre le contrôle face à la suranalyse. Lorsque l'on réfléchit trop, on cherche souvent à atteindre une forme de décision parfaite, sans risque, sans erreur. Mais cette quête de perfection est une illusion.
Elle repousse constamment le moment d'agir et enferme l'esprit dans une boucle infinie de réflexion. L'inaction donne une impression de sécurité. Tant que nous n'agissons pas, nous évitons l'échec, le jugement et l'incertitude. Pourtant, cette sécurité est trompeuse car elle s'accompagne d'un coût invisible, stagnation, frustration et perte de confiance en soi. À l'inverse, l'action, même imparfaite, crée du mouvement, génère de l'apprentissage et permet d'avancer concrètement. L'expérimentation joue ici un rôle essentiel. Plutôt que de voir chaque décision comme un choix définitif, il est plus constructif de l'aborder comme un test, une expérience temporaire. Cette approche enlève une grande partie de la pression mentale. On ne cherche plus à avoir raison, mais à apprendre. Chaque action devient alors une source d'information. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui doit être ajusté? Ce changement de perspective est puissant, car il transforme la peur de l'échec en opportunité de progression. Là où l'esprit cherchait autrefois à éviter toute erreur, il commence à comprendre que l'erreur est un passage nécessaire vers la maîtrise. En réalité, les personnes qui avancent le plus ne sont pas celles qui pensent le plus, mais celles qui testent, ajustent et recommencent. De plus, l'action a un effet direct sur l'état mental. Elle réduit l'anxiété, car elle remplace l'incertitude abstraite par une expérience concrète. Une fois engagé dans l'action, le cerveau quitte progressivement le mode analyse excessive pour entrer dans un mode plus fluide et orienté vers la résolution. C'est en agissant que l'on clarifie ses idées et non en réfléchissant indéfiniment. Adopter cette mentalité demande toutefois d'accepter une certaine dose d'imperfection. Rien ne sera jamais totalement prêt, totalement sûr ou totalement optimisé. Attendre ces conditions idéales revient souvent à ne jamais commencer. À l'inverse, accepter de faire assez bien permet de débloquer des situations et de créer une dynamique positive. En résumé, l'action est l'antidote du trop-penser. Prioriser l'expérimentation sur la perfection, c'est choisir le progrès plutôt que l'illusion du contrôle total. C'est comprendre que la clarté ne vient pas uniquement de la réflexion, mais surtout de l'expérience. Et c'est en avançant, pas à pas, que l'on transforme ses idées en réalité, qu'à rechercher le dialogue, l'échange, plutôt que de s'enfermer seul dans ses pensées, est une étape essentielle pour sortir du piège du trop-penser. Lorsque nous restons seuls avec notre esprit, sans confrontation extérieure, nos pensées ont tendance à tourner en boucle, à se déformer et parfois à s'intensifier. Ce qui n'était au départ qu'une simple inquiétude peut devenir, avec le temps, une certitude exagérée ou une peur amplifiée. L'esprit humain, lorsqu'il est isolé, manque de points de référence externes. Il se nourrit alors de ses propres hypothèses, souvent biaisées par l'émotion, la peur ou l'expérience passée. Sans regard extérieur, il devient difficile de remettre en question ses pensées. Le dialogue, au contraire, agit comme un miroir. Il permet de confronter ses idées à d'autres perspectives, de nuancer ses jugements et de ramener de la clarté dans la confusion mentale. Échanger avec quelqu'un, un ami, un proche ou même un mentor, peut instantanément alléger le poids mental. Mettre des mots sur ce que l'on ressent permet déjà de structurer ses pensées. Ce qui semblait flou ou écrasant devient plus compréhensible. De plus, l'autre peut apporter une vision différente, souvent plus objective, qui aide à relativiser certaines peurs ou à envisager des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé seul. Le dialogue permet également de rompre l'illusion de solitude. Trop penser donne souvent l'impression que l'on est seul face à ses problèmes, alors que beaucoup de personnes traversent des expériences similaires. Partager ses réflexions crée un lien humain, réduit le stress et rappelle que l'on n'a pas besoin de tout porter seul. Cependant, chercher l'échange demande du courage. Cela implique d'accepter de ne pas tout contrôler, de montrer une part de vulnérabilité et de s'ouvrir au regard des autres. Mais cette ouverture est précisément ce qui permet de sortir de l'enfermement mental. Plus on s'autorise à parler, à poser des questions et à écouter, plus l'esprit devient flexible et apaisé. Il ne s'agit pas de dépendre constamment des autres pour prendre des décisions, mais de comprendre que penser seul en boucle n'apporte pas toujours plus de vérité. Parfois, une simple conversation suffit à débloquer une situation qui semblait insoluble. En résumé, le dialogue est un antidote puissant au trop-penser. Il permet de clarifier, de relativiser et de reconnecter avec la réalité. Là où l'isolement enferme, l'échange libère. Et c'est souvent dans la confrontation bienveillante avec les autres que l'on trouve les réponses que l'on cherchait depuis longtemps en soi. Partie 5. Conclusion inspirante. Penser est naturel, mais penser trop peut devenir un piège. En combinant sagesse ancienne et pratiques modernes, il est possible de reprendre le contrôle de son esprit. La méditation, l'écriture, l'action, la pleine conscience et la philosophie stoïcienne sont autant d'outils pour arrêter de ruminer inutilement. Rappelle-toi, le but n'est pas de supprimer toutes les pensées, mais de les utiliser de manière constructive. Chaque pensée doit servir à t'éclairer, à t'aider à agir, et non à t'enfermer dans le doute et la peur.
Comme Socrate nous le rappelle, la vraie sagesse consiste à se connaître soi-même et à agir avec clarté et courage.